Alors oui, je suis travailleur social au Centre d'adaptation Constance Lethbridge, au programme neurologie et traumatisme crânien pour les gens qui ont traumatisme crânien. Chez nous, on accueille des gens qui, au fond, dont le cerveau est affecté soit par un accident, un traumatisme, ou soit par une maladie. Là-dedans, on comprend la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, la ALS, la Lou Gehrig's disease, mais aussi des gens qui ont des tumeurs cérébrales, des tumeurs malignes ou non malignes. Les gens viennent chez nous pour regagner des capacités, pour le plus possible reprendre les activités qu'il y avait avant l'apparition de la maladie ou de la condition. C'est pas toujours possible. Quand c'est pas possible, on essaie de les orienter vers des nouvelles activités ou des nouveaux objectifs de vie. Le rôle du travailleur social dans le programme neurologie et TCC, c'est essentiellement de supporter les proches aidants, entre autres, dans leur propre processus d'ajustement, d'adaptation, parce que, bien sûr, la tumeur cérébrale affecte la personne qui en est atteinte, mais aussi affecte les proches aidants, change la vie de tout le monde, en fait. Puis c'est de ça qu'on va parler. Comme on disait, je suis aussi bénévole à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales pour les groupes de support pour personnes atteintes des proches aidants. J'anime le volet francophone. Avant qu'on commence, puis par partie importante, dans la présentation que je vais faire, je vais beaucoup me baser sur mon expérience professionnelle, mais aussi sur mon expérience personnelle. Le père de ma conjointe a eu une tumeur, un cancer du cerveau. En fait, il est décédé en 2011. C'était une tumeur maligne assez agressive. Il y a eu quelques traitements de radiothérapie, puis malheureusement, après ça, c'était plus possible d'aller plus loin. Puis il est décédé 3-4 mois après. Puis bon, j'ai été proche aidant avec ma conjointe, mais aussi avec ma belle-mère. Donc aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup de ma belle-mère. Pas en mal. C'est une bonne personne, elle a fait un bon travail. Là, je suis obligé de prendre ma feuille. Je suis pas bon comme le docteur Diaz, j'ai pas une bonne mémoire, fait que j'ai amené ma petite feuille. Donc, je vais faire une présentation en 2 temps. D'abord, présenter un peu ce que peuvent vivre les proches aidants. Je vais le faire en toute humilité, parce que je sais qu'ici, il y a des proches aidants qui pourraient parler autant que je vais le faire. Mais donc, je vais dresser un portrait de ce que peuvent vivre en général les proches aidants. Puis aussi, en deuxième partie, c'est la partie qui m'intéresse le plus, c'est de vous parler de comment on fait pour bien vivre ce rôle-là de proche aidant. Parce que ça comporte ses défis. Les objectifs de la présentation, d'abord, pour la première partie, je vous dirais, c'est essentiellement au fond, normaliser pour les proches aidants qui sont ici présents, pour vous rendre compte que ce que vous vivez, c'est normal. Vous n'êtes pas les seuls à le vivre. Puis la deuxième partie, c'est essentiellement pour donner des outils pour mieux vivre la position de proche aidant. Avant de commencer vraiment, au Québec, en français, on a longtemps parlé on a utilisé longtemps le terme aidant naturel pour aujourd'hui utiliser plus le terme proche aidant en français. C'est les groupes représentant les proches aidants qui ont fait de la promotion parce qu'en fait, l'idée, c'est que quand on parle d'aidant naturel, le mot naturel peut induire l'idée que s'occuper d'une personne malade, peu importe la maladie, c'est naturel. Alors qu'en réalité, c'est pas toujours naturel. Naturel dans le sens de facile, que ça coule de soi. Alors qu'en réalité, c'est pas vraiment toujours facile. Pour certaines personnes, ça va l'être. Pour d'autres, ça ne sera vraiment pas. Ça va l'être parfois sur de courtes périodes. Parfois, ça va être l'enfer. Donc, c'est pas vraiment naturel. C'est pour ça qu'on utilise plus le terme proche aidant dans le réseau de la santé, mais aussi au niveau des organismes communautaires, où vous allez entendre parfois le terme de père aidant. En anglais, il y a juste un mot, c'est caregiver, puis c'est plus facile, c'est une bonne chose. Mais en français, il faut faire la distinction proche aidant ou aidant naturel. Donc, on utilise proche aidant. Ça va jusque-là? Vous m'entendez? Oui, parfait, merci. Alors, être proche aidant d'une personne atteinte de tumeur cérébrale, on pourrait en parler longtemps. Au fond, tantôt, le docteur Diaz nous disait qu'il y a 120 types de tumeurs. Bien, je vous dirais qu'il y a probablement 120 000 façons de vivre le rôle de proche aidant, dépendamment de toutes sortes de facteurs. La réalité du proche aidant, si je parle trop vite, vous me le direz. Je ne suis pas habitué de faire ces conférences-là. Là. Je ne suis pas un prof, moi je suis un clinicien. Je vois du monde à tous les jours, mais parler, c'est pas mes compétences. Donc, être proche aidant d'une personne atteinte, c'est une réalité qui est conditionnée par plusieurs facteurs. Entre autres, d'abord parce qu'il est le proche aidant lui-même comme personne.
en partie aussi par l'état de la personne atteinte par la tumeur cérébrale, par l'environnement immédiat. On parle surtout de l'environnement, à la fois l'environnement physique, mais aussi l'environnement relationnel, famille, réseau, mais aussi par la société. C'est une réalité qui est complexe. J'avais mis une image, mais non, je vais vous la montrer tout de suite. Elle n'est pas très bonne, elle est un peu poche. On voit des gars qui jonglent, là, je pense que c'est le cycle de bûcheron. Ils jonglent avec des haches, c'est un peu complexe. Je cherchais une image de jongleur, parce que être aidant naturel, c'est jongler avec une multitude de facteurs. C'est difficile, c'est pas toujours facile. Je m'excuse pour l'image un peu poche. Alors, je dis que c'est difficile, je veux aussi être clair, c'est pas toujours difficile. Il y a des gens qui vont bien le vivre, des proches aidants. Il y a des proches aidants qui vont se développer dans ce rôle-là, qui vont développer des compétences, qui vont vivre des grandes expériences avec la personne aidée, la personne malade. Donc, c'est pas nécessairement difficile et c'est pas toujours difficile, c'est pas vrai. Mais ça présente des défis. Et particulièrement, ça présente des défis pour les proches aidants de personnes qui ont une tumeur cérébrale, parce que c'est le cerveau qui est atteint. Puis le cerveau, au fond, contrôle, vous le savez, beaucoup de nos fonctions, de nos réactions, de nos mouvements, les fonctions vitales de notre corps. Donc parfois, ça a des effets, puis Dr Diaz en a parlé un peu tantôt, ça a toutes sortes d'effets, multiples et variés. Puis parfois, les effets sont un peu bizarres et étonnants. On va en parler. Alors, voyons maintenant comment est conditionné le vécu des proches aidants. Bon, je disais tantôt, d'abord, il y a des facteurs propres à l'aidant lui-même, sa personnalité, son histoire, ce qu'il a vécu auparavant. Un aidant qui est de nature nerveuse dans toute sa vie, sera, quand il va être aidant, il va continuer à être une personne nerveuse. Il va devoir apprendre à vivre avec le fait de vivre l'anxiété qui va être augmentée quand on est proche aidant. Une personne qui aura déjà vécu la maladie dans sa propre famille, étant enfant ou jeune, peut-être en étant aidant, va avoir développé des compétences, puis pourra utiliser ces compétences dans son rôle, puis ça va être plus facile. Donc, proche aidant, avec son histoire, sa façon d'être, la personnalité, c'est la prémisse. C'est bien conditionner ce qu'il va vivre. Si, au fond de la présentation, ce que je fais, si vous imaginez une cible de tir à l'arc, des petits ronds, là, on va aller comme ça. On part de la personne, puis on va élargir comme ça. Donc, le proche aidant, son vécu est conditionné par d'abord ce qu'il est, puis aussi, par rapport à la tumeur, il y a quand même sa relation avec la tumeur. Un proche aidant va avoir des réactions émotionnelles quand la personne est atteinte. Des réactions avant, au fond, pendant toute la période où on a des inquiétudes, puis on voit des symptômes bizarres, on ne sait pas trop c'est quoi, puis on va voir un médecin, puis il y a quand même de l'inquiétude à cette étape-là. Après ça vient le temps du diagnostic. Là, souvent, les réactions, il y a aussi des réactions émotionnelles assez spécifiques. Entre autres, on voit des gens qui ont des chocs, qui sont en stupeur pendant un certain laps de temps. Au fond, c'est comme si le cerveau, pendant un certain temps, il y a un blackout. C'est juste trop d'informations à gérer. Puis, les gens vont toujours retomber sur pied, là. Ça ne dure pas nécessairement longtemps, mais c'est un coup. Après l'annonce du diagnostic, là, je vous dirais, c'est une succession d'émotions que les gens vont vivre. Les semaines suivantes, puis à travers les traitements, puis après la fin des traitements, là, des émotions variées de colère, de tristesse, parfois de négation. Les gens disent « non, ça se peut pas, c'est pas nous autres ». Un peu l'esprit de négociation aussi, de dire bon, mais si on fait ça, peut-être que ça va aller mieux, ou si je sais pas. Je vous dis, mon père aussi a eu le cancer, puis lui allait plus à la messe pour espérer de guérir. Ça ne l'a pas guéri, mais c'était sa façon de négocier avec la maladie au fond, puis d'espérer de pouvoir aller mieux. Donc, c'est une succession d'émotions qui viennent après l'annonce du diagnostic, puis pendant les traitements et par la suite. Puis toutes ces réactions émotionnelles-là, c'est des réactions, je dirais, normales, qui font partie d'un processus de deuil et d'adaptation. Ultimement, avec le temps, les gens finissent par, les proches aidants eux-mêmes finissent par mieux vivre avec la situation. Mais ces réactions-là émotives chez les proches aidants sont normales. Ça va jusque-là?
Personne s'endort, c'est bon. Le vécu des proches aidants, puis vous pouvez l'imaginer, est aussi déterminé beaucoup par, au fond, ce que vit la personne atteinte. Dépendamment du type de tumeur, dépendamment de l'effet que la tumeur a sur le cerveau, dépendamment de l'effet des traitements, des effets secondaires des traitements, la personne atteinte va avoir différents symptômes, je vous dirais, ou réactions physiques ou émotionnelles, puis le proche aidant doit composer avec ça. Pensez que certaines personnes atteintes de tumeur cérébrale vont avoir des déficits physiques. On a parlé tantôt, le proche aidant, pour le proche aidant, ça veut signifier donner des soins. Ça peut signifier donner des soins ou des fois aider. Parfois, c'est simplement aider à faire des transferts, passer de la position assise à la position debout. Parfois, ça veut dire aider à l'habillement. Parfois, ça veut dire donner des soins plus, je vous dirais, plus précis, plus médicaux. Ça veut dire ça. Ça veut dire physiquement donner des soins à des personnes dont la mobilité, souvent, ou la force physique est réduite. C'est pas toujours facile. Il y a déjà ma belle-mère, elle disait qu'elle était bonne infirmière. Elle essayait de trouver des qualités pour aider mon beau-père, justement, à s'habiller, à se laver, pour lui donner du confort, lui mettre un petit coussin ici, amener une bouteille d'eau. Elle s'est trouvée bonne là-dedans, mais c'est pas toujours facile. Les proches aidants doivent aussi aider le proche dans ses réactions émotionnelles. Comme proches aidants, imaginez les proches aidants ont leur propre réaction émotionnelle, puis en plus, ils doivent aider la personne atteinte qui, elle aussi, vit une multitude d'émotions. Il faut à la fois être psychologue, au fond, pour la personne atteinte. C'est de l'accompagnement. C'est pas toujours facile à faire. Encore là, il y a des gens qui se découvrent des qualités. Mais dites-vous que la personne atteinte va aussi, elle, passer à travers un processus de deuil qui va susciter de la colère, de la tristesse, de l'incompréhension, de la négation. Puis le proche aidant devra accompagner la personne, je me répète, devra accompagner la personne atteinte là-dedans, puis ça représente de grands défis. Autre chose, la personne atteinte de la tumeur cérébrale peut être aussi et est souvent affectée cognitivement, au niveau mental, au niveau de la pensée. Ça peut être la mémoire qui est atteinte, l'attention, la concentration, la capacité à résoudre des problèmes, la capacité à ce qu'on appelle la flexibilité mentale, la capacité de changer d'idée. Ce qui peut être atteint, c'est l'inhibition. Il y a des gens qui, après une tumeur ou des traitements, perdent en partie ou en bonne partie l'inhibition. On voit des gens qui perdent la capacité à initier des choses, la perte de l'initiation. Face à ces problèmes cognitifs-là, le proche aidant doit souvent apprendre à accompagner la personne et compenser pour elle. Compenser pour une perte de mémoire. Elle ne se souvient plus de son NIP à la banque. Il faut nécessairement l'aider à s'en souvenir ou aller avec elle à la banque. Je donne ça comme exemple. Ou résolution de problèmes, ou il pleut, comment je peux dire, il y a une tempête dehors, quel manteau je mets? Des fois, c'est tout simple que ça. Il faut aider la personne à choisir les vêtements appropriés pour la saison. Donc, ces aspects-là cognitifs sont, je vous dirais, sont souvent un grand défi parce que c'est bizarre. On est habitué d'avoir un conjoint qui avait une grande mémoire, qui se rappelait de tout, puis après la tumeur, les traitements ou avant les traitements, a des pertes de mémoire importantes, mais c'est drôle, c'est plus la même personne, c'est difficile. Je donne la mémoire comme exemple au niveau des fonctions cognitives, ça peut être une foule de choses. La personne atteinte peut aussi être atteinte dans sa capacité c'était le cas de mon beau-père, la tumeur peut aussi être au niveau du cerveau, au niveau où est-ce que les fonctions de la communication sont situées. Mon beau-père, la tumeur était, c'est ici du côté gauche, avait une atteinte à la fonction de la communication. Donc, quand il parlait, les mots qui sortaient, c'était pas ce qu'il voulait dire. Puis quand nous, on parlait, il ne comprenait pas toujours ce qu'on voulait dire. Il y avait à la fois des problèmes d'expression et à la fois des problèmes de compréhension. Heureusement, il a été chanceux, il a été en réadaptation, comme chez nous. Il a eu des traitements en orthophonie qui l'ont aidé dans les derniers mois de sa vie à mieux communiquer avec nous. Mais on pouvait lui offrir un verre de lait, lui demander « Veux-tu un verre de lait? » Puis il pouvait répondre non, alors que son nom voulait dire oui dans sa tête. Donc,
Pour nous, comme aidants, ça voulait dire qu'il fallait être comme partenaire de communication, être plus attentif, faire plus d'attention, travailler plus fort. Parce que dans la communication, il y a toujours deux personnes. Il y a un émetteur, un récepteur. Puis la qualité de la communication dépend de une bonne interaction entre les deux, puis que chacun joue son rôle adéquatement. Quand un des partenaires n'est pas très bon, ben la communication n'est pas efficace au total. Donc, quand les personnes atteintes de tumeur cérébrale ou qu'un cancer du cerveau deviennent ce qu'on appelle aphasiques, les problèmes de communication, ben pour le proche aidant, il y a ce défi-là supplémentaire de bien communiquer. L'autre élément, puis qui est pas négligeable, c'est que la personne atteinte de tumeur cérébrale peut aussi être ébranlée, je vous dirais, dans ses valeurs. Peut être ébranlée même spirituellement. Puis les proches aidants, parfois, doivent composer avec ça. Des gens qui vont remettre en valeur complètement leurs valeurs au complet, ou qui vont devenir très croyants alors qu'ils ne l'étaient pas, ou au contraire, qui vont devenir, on a déjà vu ça, j'ai déjà vu ça, comment je peux dire, en colère contre leur croyance ou le Dieu qu'ils avaient. Puis là, ben, les proches sont complètement perdus face à ça. Fait qu'il y a aussi une forme, je dirais, d'accompagnement au niveau, on peut dire, spirituel ou moral qu'il faut que les proches aidants fassent. Parfois. On en fait beaucoup, hein. L'autre chose, la tumeur cérébrale, bon, je viens de dire, change beaucoup la vie des proches aidants, change beaucoup la vie des personnes atteintes, mais vient aussi beaucoup changer la vie des autres proches, des membres de la famille, des enfants, même des amis. Puis quand le proche aidant, c'est le partenaire de vie ou le conjoint-conjointe, bien, ça vient changer aussi la vie de couple. Quand on a un aidant qui n'a plus les mêmes capacités physiques, qui n'a plus les mêmes capacités de communication, qui n'a plus les mêmes capacités de pensée, qui a des réactions psychologiques qu'on ne comprend pas toujours, bien, c'est difficile pour des conjoints. Puis, ça amène des changements importants dans les couples et des familles. Vous pouvez imaginer, vous avez tous vu ça, des mobiles pour des bébés qu'on met dans une bassinette. Ça tient, il y a une corde, là, puis il y a des objets qui bougent. Puis quand on bouge un élément, bien, tout le mobile bouge. Bien, la maladie fait ça dans une famille. Et dans un couple, quand un des membres est atteint d'une maladie, c'est tout le monde qui est atteint, je l'ai dit au début. Puis, je vous dirais, c'est différentes fonctions dans la famille et dans le couple qui sont atteints. Je vous donne des exemples. Ce qu'on voit souvent, c'est des changements, on peut voir souvent dans des couples ou dans les familles, des changements de rôle. J'ai connu, on a eu un client chez nous qui était ingénieur informatique, qui a eu une tumeur cérébrale, qui dans son couple s'occupait de travailler, des devoirs de l'enfant. C'est lui qui conduisait, sa femme ne voulait pas conduire, puis c'est lui qui gérait l'argent au complet. Il y a eu une tumeur, il a été opéré, des grands problèmes de mémoire. Sa conjointe a dû apprendre à s'occuper, à gérer les biens de la famille. Elle a dû apprendre à conduire alors qu'elle haïssait conduire. Elle a dû apprendre aussi, puis c'est lui qui s'occupait des devoirs des enfants, à faire les devoirs des enfants. Elle a dû apprendre à faire ça. C'est des rôles supplémentaires pour elle. En plus de jouer les rôles qu'elle avait avant, elle s'occupait de faire la cuisine, à travailler aussi, puis des soins de la maison. Elle a dû apprendre à faire les deux, à assumer les rôles qu'elle avait avant et assumer celles de son conjoint. Donc, changement de rôle. Ça a souvent des effets importants dans les couples. Ce qui est difficile aussi dans les couples, c'est qu'on a la perte, je pense que je l'ai parlé un petit peu, mais la perte, on n'a plus le même partenaire, là. On a quelqu'un, ça peut être momentané, heureusement, ça peut être juste pour la période des traitements, mais parfois c'est à plus long terme. Mais c'est plus le même partenaire de vie qu'on est, puis des fois c'est un peu déroutant, puis ça prend un certain temps d'adaptation pour apprendre à vivre avec une personne qui est différente. Parfois, dans les couples, ben, ça veut dire, ou dans les familles, ça veut dire aussi une remise en question des projets qu'on avait, ou la fin de certains projets. On avait des projets de faire le tour du monde, mais si on a une tumeur cérébrale, des déficits physiques, des problèmes cognitifs, c'est compliqué. Si on avait le projet, un jeu de couple ou une tumeur cérébrale, on avait le projet d'avoir 2-3 enfants, mais peut-être que le projet va se limiter à celui qui est déjà vivant. Je vous donne ça comme exemple, c'est des choses que j'ai déjà vues.
Donc, des changements au niveau des projets de vie, puis parfois complètement, parfois des ajustements. Des changements aussi, autant dans les couples que dans les familles, je vous dirais, au niveau de l'intimité, de la proximité qu'on a. Quand on a un proche qui a une tumeur cérébrale ou qui a un cancer du cerveau qui est cognitivement moins alerte, moins là, parfois la possibilité d'échanger, de discuter, c'est pas aussi facile. Parfois oui, mais parfois non. Dans les couples aussi, c'est aussi, ce qu'on voit, c'est parfois, c'est aussi la vie sexuelle qui peut être atteinte. Parce qu'une personne, à cause de déficits physiques, à cause de problèmes neurologiques, à cause de la fatigue ou à cause de problèmes psychologiques, diminution de l'estime de soi, de l'image de soi, bien, ça peut faire en sorte que la personne atteinte de cancer, tumeur cérébrale, a moins de baisse importante de libido. Puis ça a un effet, évidemment, sur la vie sexuelle du couple. Donc, c'est toutes des choses, quand le proche aidant est aussi partenaire en couple, qui viennent affecter la vie, changer la vie. On revient à notre cible de tir à l'arc, puis on élargit les cercles. Il y a aussi pour le proche aidant des impacts au point de vue social, ce qu'on voit. Quand on a à s'occuper d'une personne malade, on a nécessairement moins de temps. En plus, on doit travailler. En plus, on doit s'occuper des enfants. On a moins de temps pour sortir, pour voir les amis, pour des sorties tout simples, juste pour prendre du bon temps. Ça a un impact à ce niveau-là. Ce qu'on voit aussi parfois, c'est dans certaines familles ou chez certaines personnes, il y a une forme d'isolement choisi. Les gens décident de s'isoler parce que c'est difficile, parce qu'ils sont fatigués, mais aussi parce que l'accueil dans la société n'est pas toujours facile. Même parfois, on voit des amis qui, les proches aidants que je rencontre, le rapportent à peu près toujours, même des amis qui ne vont pas comprendre que la personne qui a la tumeur cérébrale n'est plus la même, qui va avoir la difficulté à l'accepter. Puis on voit bien des gens qui font un tri, au fond, dans leur relation amicale pour éliminer les gens qui ne comprennent pas, qui ne sont pas capables de faire face à la maladie. Au fond, il y a bien des gens de l'entourage d'être, je vous dirais, confrontés à leur propre vulnérabilité, qui se reflètent, au fond, que la maladie de la personne, c'est un peu le miroir de leur propre vulnérabilité, bien, ils ne veulent pas le voir. Fait que, des fois, c'est les amis eux-mêmes qui prennent des distances, ou parfois, c'est les proches ou les personnes atteintes qui décident de mettre une distance. Fait que oui, il y a des impacts au point de vue social. Je vous dirais, ce manque d'empathie-là des amis qu'on voit parfois, bien, ça se voit aussi parfois dans la rue ou sur les places publiques. Les gens n'aiment pas ça, voir des gens avec des cannes ou en fauteuil roulant. Ou imaginez quelqu'un qui sort d'une chirurgie puis qui la tête a été rasée puis qu'il y a une cicatrice ici, bien, ça fait réagir. Les gens tournent la tête, puis ça a un effet sur les personnes atteintes. Ça les touche au niveau de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, puis ça l'atteint aussi les proches. Parfois, les gens ont tendance à s'isoler un petit peu. Autre impact pour les proches, puis on en parle moins souvent, bien, il y a des impacts au niveau financier, puis au niveau, je vous dirais, professionnel. Quand on doit mettre du temps beaucoup pour aller dans des rendez-vous médicaux, on a moins de temps pour travailler. Quand on a s'occupé d'une personne malade à moyen et long terme, bien, on doit s'absenter beaucoup du travail, fait que c'est perte de revenus. Pour certaines personnes, c'est perte je vous dirais, de capacité de promotion, d'avancement dans sa profession. Quand on est moins disponible, bien, les boss aiment moins ça. Ils nous donnent moins de chance pour avoir des meilleurs postes, des meilleures positions. Donc, des impacts financiers et des impacts au niveau professionnel. Donc, tout ce que je dis, ça paraît très sombre, mais je veux vous dire aussi que dans le travail qu'on fait, puis c'est une des choses que j'aime beaucoup dans mon travail, c'est qu'on voit aussi quand même des belles histoires. On voit des proches qui... la maladie fait en sorte que les proches et la personne atteinte, souvent on voit des gens qui se rapprochent. On voit des familles qui se rapprochent. On voit des couples qui décident de mettre la priorité sur changer les priorités, pour avoir des priorités plus saines dans la vie. Ce qu'on voit souvent, c'est des remises en question au niveau des valeurs pour
valoriser, je vous dirais, l'être plutôt que l'avoir. On peut dire que c'est un changement positif que la maladie peut apporter chez les proches et les personnes atteintes, parfois. Donc, pour les proches aidants, la tumeur cérébrale, je vous disais tantôt, c'est jonglé avec beaucoup d'éléments. On voit qu'il y a des défis, on voit qu'il y a des possibilités aussi, on voit qu'il y a des choses qui peuvent se développer. Pour certaines personnes, comme je disais au début, il y a des gens qui vont bien vivre, il y a des gens qui vont le vivre plus difficilement, des gens qui, dépendamment de l'évolution de la maladie, dépendamment du type de tumeur, que ça va être facile à un moment donné, puis moins facile à d'autres. Il y a des gens pour qui certaines tâches de proche aidant vont être faciles et d'autres ne seront pas faciles. Je vous parlais de ma belle-mère tantôt qui était une bonne infirmière, mais était vraiment pas bonne pour comprendre les problèmes cognitifs que mon beau-père avait. Elle n'était pas capable de dealer avec ses pertes de mémoire. Elle disait, mon Dieu, je te le dis tantôt. Il ne s'en souvenait pas. Mais elle ne pouvait pas le comprendre. Elle était bien bonne pareil, puis elle était très aimante pareil. Donc, pour les proches, là, je vais utiliser un drôle d'exemple. Ça peut être lourd. Puis vous connaissez l'expression « l'élastique est étiré jusqu'au bout ». Vous connaissez ça? Alors, nous tous, dans la vie, en général, on peut travailler, avoir des enfants, faire du sport, puis on a de la pression, puis à un moment donné, on se repose. Si on prend l'élastique comme l'image de notre énergie, on peut avoir de la pression, mais on a la fin de semaine pour se reposer. On travaille dur le jour, on a des examens, mais le soir, on prend une bière avec les amis, puis on se repose. La difficulté chez certains proches aidants, surtout quand la personne est malade à long terme, c'est que la possibilité d'avoir du repos devient de moins en moins possible. Et qu'est-ce qui arrive avec un élastique qui reste de même longtemps? Il sèche puis il pète. C'est une image. Le risque, ce qui guette les proches aidants quand il est temps de prendre soin d'une personne malade, peu importe le type de maladie, c'est pas dans le court terme parce que l'être humain, on a des réserves d'énergie vitale assez phénoménales. Mais c'est beaucoup plus dans le moyen et dans le long terme que là, il y a un risque d'épuisement. Puis, pourquoi il y a un risque d'épuisement? Au fond, c'est nos capacités d'adaptation qui sont, chez les proches aidants, qui sont constamment sollicitées. Puis à la longue, c'est épuisement. Puis c'est quoi l'épuisement? Au fond, c'est se vider de ses forces vitales. Puis on veut éviter ça. Ce que je dis là, je ne dis pas que ça touche puis que ça guette tous les proches aidants. Pas du tout. Mais c'est quelque chose qui, malheureusement, arrive parfois. Puis on essaie toujours de le prévenir. Ce qui nous amène à la seconde partie, celle que j'aime le mieux. Avez-vous des questions jusqu'à date? Oui, monsieur. Est-ce que vous trouvez que les ressources du gouvernement, tant au niveau financier que vraiment les ressources en tant que telles, sont suffisantes pour les... Pour les proches aidants, c'est une très bonne question. Personnellement, je trouve que non. Il y a quand même des ressources qui existent. Quand on a à prendre soin d'une personne malade, peu importe le diagnostic, il y a de l'aide à domicile qui existe. Il y a de l'aide qui peut être apportée aux proches dans les CLSC ou dans des organismes communautaires, mais c'est souvent pas assez. Puis effectivement, à mon avis, les pouvoirs publics investissent pas assez, mais c'est mon opinion personnelle. Mais oui, il manque un peu de ressources. Mais il y en a quand même des ressources. Il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas, là, il y en a. D'autres questions? Non? Alors, on passe à la deuxième partie. Alors, on oublie nos jongleurs. C'est des haches. Ils jonglent avec des haches, mais faites-en pas, sont bons. Mais ça montre quand même la complexité de ce que peuvent vivre les proches aidants, à mon avis, parce qu'on a 3 personnes qui jonglent avec des haches. C'est pas simple. Mais c'est quand même la vie des proches aidants. C'est qu'on jongle avec une multitude de facteurs. Puis pour garder un équilibre, c'est difficile. Alors, maintenant, comment faire pour garder son équilibre, rester à santé, continuer à vivre et à se développer comme proche aidant? Je laisse planer, là. Je vous laisse réfléchir, je laisse planer. Pensez-vous que c'est possible? Là, j'ai l'impression de vous avoir assommé avec tout ce que j'ai dit. Non? OK. Oui, c'est possible.
ce que je vais dire là, c'est des choses probablement, si vous avez, comme proche aidant, vous avez lu, c'est des choses que vous allez reconnaître. Dans toutes les revues, on parle quoi faire pour bien vivre. Puis c'est des choses de base aussi que tout le monde peut appliquer dans sa vie personnelle. Pour en parler, je vais utiliser une image qu'on utilise chez nous en adaptation, c'est celle, je vous dirais, de la banque. Ah, mon petit cochon il est là, parfait. Je vais le montrer à l'écran ici, mon petit cochon. La banque, vous savez, pour avoir un état financier en équilibre, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille à la fois sur nos dépenses et nos revenus. Si on veut avoir un compte en équilibre, il faut que nos dépenses égalent à nos revenus. Si ça continue, je ne pense pas que tout le monde en est de même. En général, on est tous endettés un peu. Mais pour garder un équilibre, il faut vraiment s'assurer que nos revenus sont pas mal égaux à nos dépenses. C'est la même chose qui s'applique, qu'on peut appliquer concernant, ou qu'on peut imaginer appliquer concernant nos énergies tant physiques, mentales qu'émotionnelles. Il faut à la fois s'assurer de recevoir autant qu'on donne. C'est ce qu'on appelle chez nous en adaptation la gestion d'énergie. C'est de ça que je vais parler maintenant. Fait que la première étape au niveau d'une bonne gestion d'énergie pour maintenir un équilibre, au fond, c'est qu'il faut vraiment bien connaître qui on est. Au fond, c'est de bien observer, bien connaître notre petit cochon, notre banque. Pour ça, au fond, ce qu'il faut faire, c'est au fond, c'est un peu d'introspection pour se demander comment on va. Il faut se demander comment on va physiquement, comment on va mentalement, comment est notre pensée, est-ce qu'on est aussi vite qu'avant. Physiquement, est-ce qu'on a mal au dos? Pour des proches aidants qui ont à aider une personne malade au niveau physique, puis on voit souvent des proches qui développent des maux de dos parce qu'ils ne connaissent pas les bonnes techniques pour déplacer des personnes. Donc, un peu d'introspection, se demander comment on va psychologiquement, mentalement, est-ce que on regarde notre réseau social, est-ce qu'on est isolé ou pas. Donc, faire un bon bilan personnel et de là, décider où est-ce qu'on décide d'agir. Est-ce qu'on agit sur ce qu'on donne ou est-ce qu'on agit sur ce qu'on reçoit ou on va chercher comme énergie. Et on peut, et en général, c'est ce qu'on suggère, agir sur les deux. Ça va? Alors, entrée, sortie, notre petite banque. Alors, comment on peut faire pour diminuer les dépenses, les pertes, le gaspillage d'énergie? Alors, première chose qu'on suggère souvent aux proches aidants, une des choses, c'est de demander de l'aide. D'aller chercher de l'aide, soit comme on a parlé tantôt, à l'extérieur, ou de proches, ou d'amis, ou d'organismes publics. Autre façon de diminuer les dépenses énergétiques, c'est aussi de laisser la personne qui est malade, qui est atteinte de tumeur cérébrale ou qui a un cancer, faire le plus de choses par elle-même. Des fois, on veut bien faire, on veut aider, mais si la personne est quand même capable de se lever. Mon beau-père, ma belle-mère avait toujours un verre d'eau à mon beau-père. Il était capable de se lever du salon pour aller se chercher. Elle le faisait par grandeur d'âme, puis pour y faire plaisir, mais elle se fatiguait en faisant ça. Elle avait simplement à lui dire, va te chercher ton verre. C'était pas moins lui faire preuve d'amour, mais en faisant simplement ça, déjà, elle se gardait une petite portion d'énergie pour elle-même. Donc, laisser la personne elle-même faire le plus de choses par elle-même. Ce que ça permet aussi, c'est qu'aux personnes malades et atteintes, c'est elles-mêmes de conserver leur propre autonomie, de conserver un sentiment d'efficacité, de conserver un minimum d'estime personnelle et une meilleure image d'eux-mêmes. Ensuite, pour diminuer les dépenses énergétiques, tantôt je parlais quand on a des soins physiques à donner, il existe des techniques, ce qu'on appelle le PDSB, le déplacement sécuritaire PDSB, je ne m'en souviens plus. Déplacement sécuritaire des bénéficiaires. C'est des techniques pour aider à lever quelqu'un ou à l'installer au lit ou dans le fauteuil où on ne se blesse pas. Il y a moins de risque de blessure. C'est des techniques qui s'enseignent par des physiothérapeutes ou des ergothérapeutes. Mais il y a aussi des aides techniques qui peuvent aider. On a juste à penser au fond à un fauteuil roulant. Une marchette, ça peut aider. Puis des fois, il faut juste dire
amener le proche à utiliser ces aides techniques-là. L'autre chose à faire pour diminuer je vous dirais, ce qui est donné, ce qui est investi, parfois, c'est qu'il faut changer nos standards. Par exemple, comme proche aidant, bien, souvent les gens doivent aussi s'occuper des tâches ménagères. Des fois, juste de diminuer la fréquence des ménages, ça fait qu'on a plus de temps pour faire d'autres choses. Ou d'accepter qu'il y ait un peu plus de poussière. Ou d'accepter qu'on ne mange plus des repas tout faits, mais des fois des repas préparés. Ça fait qu'on peut se garder l'énergie pour faire des choses positives. Pour les proches aidants, ce qui peut être aidant, c'est... tantôt, je vous parlais de certaines énergies qui sont... excusez, je commence à être fatigué, là. Certaines relations qui ne sont pas plaisantes, mais des fois, il faut mettre fin à ces relations-là. Quand la relation ne donne plus quelque chose, bien, peut-être qu'il vaut mieux mettre une distance pour investir dans des relations qui sont vraiment significatives et qui apportent quelque chose. Puis l'autre élément, ben non, ça je vais en parler tantôt. Avant de continuer, avant de passer à l'autre partie, c'est important comme proche aidant de se demander, puis là j'embarque dans quelque chose qui devrait prendre 1 heure à discuter, mais je vais le mettre en 2 minutes, c'est se demander c'est quoi nos motivations. Les motivations, c'est le moteur. C'est le moteur qui fait que le proche aidant fait ce qu'il fait, puis continue à le faire. OK, ça veut dire que... ça fait longtemps que je parle. Donc, là, je suis déconcentré. Je reviens. Les motivations peuvent être financières, matérielles. Il y a des proches qui font ça pour l'argent. Malheureusement, on le voit. Les motivations sont souvent émotionnelles, affectives, relationnelles. On le fait par amour. C'est des bonnes motivations. Les motivations peuvent être morales, philosophiques. On le fait parce que à cause de nos convictions religieuses, par exemple. L'idée, c'est de voir là-dedans, est-ce que c'est des motivations qui sont vraiment motivantes? Puis est-ce que ces motivations-là amènent sur quelque chose? On voit parfois des proches aidants qui, les plus et plus impliqués, dans des familles larges, entre autres, on voit parfois que c'est les enfants qui ont été le plus négligés ou rejetés par leurs parents quand ils étaient jeunes. Souvent, en étant proche aidant, ce qu'ils essaient de faire, c'est d'aller chercher l'attention et la reconnaissance qu'ils n'ont jamais eue. Malheureusement, dans ces cas-là, souvent, ça n'arrivera pas. Parce que ça peut arriver parfois, mais on voit des gens pour qui ça ne va pas arriver. Fait que c'est pas, dans ce cas-là, une motivation, je vous dirais, qui est utilement payante. Donc, là, je vais parler plus vite. C'est quoi les choses qu'on peut faire pour aller chercher de l'énergie? Ça, souvent, on y pense moins. Souvent, les proches, ils disent, OK, je vais arrêter de faire ci, faire ça. Mais il faut aussi s'occuper des inputs d'énergie qu'on a, de ce qu'on va chercher comme énergie. Alors, première chose très importante, avoir une bonne hygiène de vie. Bonne hygiène de vie, c'est bien s'alimenter, bien s'hydrater, dormir, faire de l'exercice, très important, se reposer. C'est des principes de base que tous devraient appliquer dans leur vie, plus encore quand on est proche aidant. Ensuite, s'occuper de sa santé. Le proche aidant, on a aussi une santé, on a aussi peut-être des petits bobos. Faire nos suivis médicaux, suivre nos traitements. Si on a une diète, la suivre. On voit beaucoup de proches aidants qui se négligent. Ils ont une petite masse ici, une petite boule là, une petite douleur là, qui remettent à beaucoup plus tard. Malheureusement, des fois, c'est trop tard pour eux. Autre chose importante, c'est de maintenir une vie sociale satisfaisante. Prendre le temps d'aller voir des amis. Prendre le temps de sortir, prendre un café. Prendre le temps de juste jaser avec quelqu'un qui nous sort un peu du quotidien dans lequel on est. Pour les gens qui ont une vie spirituelle, pour qui c'est important, bien, maintenir une vie spirituelle ou la retrouver. C'est important, ça peut aider. Avoir des loisirs. Souvent, les proches aidants mettent de côté leurs loisirs. Arrête de jouer au hockey, arrête de faire du ski. Non, il faut essayer de continuer en autant que c'est possible, parce que ça fait du bien. Aller chercher du support moral ou psychologique auprès d'amis, auprès de professionnels, auprès de groupes de support, comme le groupe de support de la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales. Une petite plug, là. Aller chercher du support. Comme proche aidant, une petite affaire, je veux dire, souvent les proches aidants se sentent un petit peu invisibles. Le focus est mis sur la personne malade. Mais comme proche aidant, c'est important de dire « je suis là », puis de parler de vos besoins, d'exprimer ce que vous vivez. Rire, avoir du plaisir, ça fait du bien, c'est important.
voir des belles choses, voir du beau. Au fond, stimuler nos sens, le goûter, le toucher. Aller prendre un bon repas, goûter un bon vin, écouter de la bonne musique. Toutes ces choses-là font du bien et énergisent. Prendre du bon temps avec nos proches, avec la personne atteinte aussi. Pour certains, elle ne sera pas toujours là. Dans d'autres, elle ne sera pas toujours la même. Mais c'est important, tous les moments qu'on peut passer avec la personne proche, atteindre, le prendre. Prendre soin de sa santé psychologique. Si on est anxieux, faire de la relaxation. Si on vit toutes les émotions dont je parlais tantôt, se laisser aller, se permettre d'y vivre. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont là. Parfois, il faut apprendre à relativiser puis éliminer les pensées catastrophiques puis vivre le plus possible dans le présent. Donc, prendre soin de sa santé psychologique. Identifier ses limites, les reconnaître, puis surtout les accepter. Accepter que comme proche aidant, on a des limites. Oui, il y a des limites. Accepter toutes les formes de reconnaissance que la personne atteinte peut nous donner. Parfois, c'est des petites affaires. Mon beau-père, comme je disais, il avait des problèmes de communication, mais des fois, il faisait un petit sourire ou un petit geste de la main, mais ça voulait dire merci. Ça faisait du bien à ma belle-mère. Autre élément, je pense que c'est important, puis vous le savez, c'est d'aller chercher l'information médicale pertinente pour vous-même et pour la personne atteinte. Puis aussi, ça rejoint la question de monsieur tantôt, connaître et aller chercher les ressources qui existent qui peuvent vous supporter. Je m'excuse de faire ça vite, mais je vais peut-être parler beaucoup. Donc, juste pour finir, gardez en tête l'idée de la banque et de travailler sur les deux côtés. Travailler à la fois sur les inputs et les outputs. C'est important si on veut garder un équilibre. Dites-vous aussi que la meilleure façon d'aider la personne atteinte, c'est vous-même de rester en santé puis en équilibre. Puis, c'est ça. Merci.